Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui vidéo un petit peu particulière, je pense que si vous avez cliqué sur cette vidéo c'est qu'à mon avis le titre vous interpelle ou même si vous vous demandez ce que vous faites là, je pense qu'il n'y a pas de hasard, peut-être écouter ce que je peux vous partager sur ce sujet et peut-être que ça va vous permettre de comprendre certaines choses. Comme toujours je me dois de dire pour ce genre de vidéo, faire un petit disclaimer à savoir que je ne suis absolument pas thérapeute, psychiatre ou médecin traitant, donc toutes les informations que je vous donne ne sont que le fruit de mes propres recherches personnelles. Pour certains aspects aussi, je vous le dirai en fin de vidéo quand je parlerai de la conclusion, de mes propres ressentis, donc je n'inclus absolument personne d'autre que moi, et les informations que je vous partagerai. Il y aura évidemment des liens pour que vous puissiez approfondir si vous le désirez, notamment avec la version article que j'ai imprimée pour moi, pour me repérer et vous parler des choses verbalement, et je veux dire oralement. Mais si vous voulez vraiment avoir tout en détail, vous pouvez retrouver l'article du blog qui sera juste dans la barre d'infos, donc avec toutes les descriptifs et toutes les informations. Et évidemment, je vous donnerai aussi d'autres ressources si c'est nécessaire et si il m'en vient petit à petit quand je monte la vidéo. Enfin, il n'y aura pas de montage, mais quand j'aurai fait la vidéo aussi à d'autres choses, toutes les infos dont vous aurez besoin seront de toute façon juste en bas dans la description et la partie commentaire si je n'oublie pas de mettre tout ça. N'hésitez pas si le sujet vous intéresse et que vous avez envie de pouvoir commencer à travailler justement sur la mémoire traumatique en guérissant les blessures émotionnelles, vous pouvez me rejoindre sur Patreon ou pour là pour 3 euros, vous pouvez avoir accès en fait au dossier, une vidéo de 30 minutes avec des clés, des outils de base pour commencer à travailler sur les blessures émotionnelles qui est disponible sur ma plateforme Patreon. Donc là je vous laisserai regarder si ça vous intéresse et sans engagement, vous pouvez résilier à tout moment, c'est un abonnement mensuel où vous pouvez accéder en fait à tout ce que je crée durant là, les mois qui sont passés et à venir. Donc voilà, je crois que j'ai dit le principal au niveau de l'intro. On va pas faire trop longuet parce que là le sujet va être quand même un sujet pas forcément très agréable pour tout le monde. Alors là évidemment si vous avez été victime d'abus, que vous avez peut-être vécu des épisodes que vous estimez comme étant vraiment traumatisants, peut-être prenez ça tranquillement à votre rythme, écoutez ça tranquillement à votre rythme si ça devient vraiment trop inconfortable pour vous. Si vous estimez ou vous pensez n'avoir rien vécu de grave, mais que quand je commence à parler des thèmes et des points là, des mini-chapitres, vous commencez à vous sentir mal ou à sentir que dans votre corps quelque chose ne va pas, j'ai envie de vous dire que d'une certaine manière c'est bon signe, ça veut dire qu'il y a des choses dans votre corps au niveau corporel qui sont en train de remonter, peut-être des choses inconscientes et des schémas inconscients qui sont en train de remonter, et j'ai envie de vous dire que si vous vous sentez mal pour aucune raison, que vous avez envie de vomir, que vous vous mettez à pleurer, j'ai envie de vous dire qu'on peut déjà estimer que aller se faire aider, peut-être trouver quelqu'un pour vous accompagner thérapeutiquement pourrait être une bonne chose pour commencer à comprendre et à dénouer certains nœuds que vous ne pouvez peut-être même pas vous expliquer à l'heure actuelle. Je veux dire consciemment. Cela étant dit, alors oui c'est sûr que là on n'est pas sur la petite vidéo très lumineux, quel est mon avenir sentimental? Non, là c'est plutôt comment essayer de se guérir et de se reconstruire après avoir vécu des choses difficiles, voire très traumatisantes. Alors ici les premières dans l'ordre dans lesquels je vais en fait aller, c'est tout à fait logique. Alors j'avais écrit cet article il y a quelques temps déjà. Quand je veux dire temps, ça fait bien au moins 2 ans et demi, 3 ans. L'article, je l'avais écrit à une autre époque de ma vie pour une autre chose, je veux dire dans une autre optique. Donc le langage est assez, on va dire pas familier dans le sens vulgaire, mais j'avais une approche un peu plus, on va dire, un petit peu moins, on va dire qui a une connotation, une couleur un peu moins professionnelle. Ça veut dire que c'était moins... c'est quoi le nom déjà? Je me souviens plus de ce mot. C'était moins formel, voilà. L'écriture est moins formelle de l'article, mais il n'en reste pas moins toujours d'actualité. Donc là, je vais reprendre ces passages et ces étapes. Donc on va commencer à comprendre... Pour comprendre la mémoire traumatique, il faut déjà commencer à comprendre les mécanismes humains inhérents à l'être humain, qui sont presque engrammés en lui et qui font partie presque d'une forme de mécanisme qui est vraiment en lien avec le cerveau reptilien et les réflexes, on va dire, qu'on a hérités de nos ancêtres, c'est-à-dire des hommes des cavernes, vraiment des choses, des mécanismes très réactifs, très archaïques qui font partie de nous. On ira voir par rapport à ça quels sont les mécanismes en plus qu'on va mettre en place, encore une fois, sur le plan psychologique et psychique pour pouvoir en fait se protéger d'un événement traumatique qu'on a pu vivre. On va voir et essayer de comprendre ce qu'est la sidération et le phénomène de dissociation qu'on appelle aussi communément dans le milieu spirituel la fragmentation.
Ensuite, on ira voir les mémoires traumatiques et ce que ça cause au niveau justement des dégâts, on va dire des dommages collatéraux avec l'état de stress post-traumatique ou le syndrome de stress post-traumatique. On va aussi aller voir les problèmes auxquels sont confrontées les victimes après. Donc là, j'étais plus en fait partie sur les violences sexuelles et les viols. Donc là, on peut évidemment, la mémoire traumatique en fait va être une réponse à toute forme de trauma, en tout temps, à tout âge. Et ça peut être des traumatismes qui peuvent être beaucoup moins graves, par exemple, que des violences sexuelles ou des abus de ce genre. Mais avoir été harcelé à l'école, être harcelé au travail, avoir été un enfant battu, avoir été un enfant ou un adolescent qui a été négligé émotionnellement par ses parents, avoir été abandonné, avoir été dans un accident de voiture, avoir perdu ses parents de façon très soudaine et tragique. Tout peut être en fait une source de mémoire traumatique à partir du moment où l'individu n'arrive pas en fait à gérer l'événement ou oui, on pourrait dire ça, n'arrive pas à pouvoir assimiler ce qui lui arrive parce que la charge est trop puissante, trop grande, trop violente et qu'on n'a pas la ressource pour gérer ça en fait. Donc, se faire aussi violenter dans la rue, se faire agresser, vous voyez, ça englobe tout ça en fait. Hein. On va essayer de comprendre la mémoire traumatique, du coup en approfondissant, en ayant déjà des bonnes bases de poser. La résilience, la clé pour s'en sortir. Et quand j'avais mis le chapitre 6, changer le système, c'était plutôt ma perception, là comme je vous le disais en début de vidéo, de ce qui me semblerait être des points importants à voir modifier ou à changer pour que le système puisse se modifier, se calquer plus pour prendre en charge mieux en fait les victimes. Là où je veux aussi faire ça pour que ça soit plus facile, je mettrai aussi les chapitres pour que vous puissiez naviguer selon ce que vous voulez. La minuterie sera juste en dessous dans la barre d'information. Donc là, commençons par les choses de base. Si on reprend mon petit chapitre 1, les mécanismes de défense innés. Alors déjà, évidemment, la chose où je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est si je prends l'exemple d'une personne qui va se faire agresser dans la rue, on va essayer de la taper ou de lui voler son téléphone. Je sais pas, un truc qui peut arriver malheureusement assez souvent, sans pourtant que ça soit gravissime, mais qui est assez lourd déjà pour que ça soit traumatisant. Donc, imaginons que une personne, on va dire, je sais pas, Martin est dans la rue et s'est fait agresser, ou si on reprend le film, on est dans la scène, donc on a Martin dans la rue qui est au téléphone portable et il y a un gars qui vient et qui commence à le pousser et à vouloir lui voler son téléphone. Là, il y a les combats, les mécanismes de réponse qui vont dépendre vraiment de l'individu. Ça, on ne sait jamais comment on va pouvoir répondre à une agression parce qu'on est tous différents en fait. Donc ça, c'est vraiment individuel. Il y a une grande partie de l'éducation de comment on a été éduqué, mais aussi de nos propres, on va dire, vulnérabilités et fragilités déjà qui sont là et qui nous ont un peu déjà modelé dans l'enfance par rapport au fait de savoir est-ce qu'on va être dans une phase où on va vouloir résister et lutter pour se défendre, ou est-ce que déjà on va avoir une réaction première qui va être de complètement se figer et de déjà ne plus pouvoir rien faire en fait. Donc déjà là, ça va être la réaction qu'on peut avoir face à des événements traumatisants va vraiment dépendre aussi de notre vécu en grande partie. Donc là, dans cet exemple que je vous donne où Martin va se faire agresser par un type louche qui veut lui voler son téléphone en pleine nuit, là, Martin, en fonction de son propre vécu, va soit vouloir trouver la force et avoir une espèce de shoot d'adrénaline pour vouloir en fait se défendre et essayer de lui rendre ses coups pour pouvoir en fait se protéger et pouvoir conserver son téléphone, ou s'il a déjà un passif peut-être où il a déjà été traumatisé par des événements comme ça ou qu'on ne lui a pas appris, ce n'est pas quelqu'un qui a un tempérament qui va réagir au quart de tour, c'est quelqu'un qui va se figer et en fait qui va complètement perdre ses moyens et ne plus pouvoir se défendre, même si objectivement, factuellement, de par sa corpulence et de par ses capacités, il aurait pu se défendre, mais son psychisme, sa façon de faire est posée de telle façon que sa première action ne va pas devoir se défendre, mais au contraire va être dans une espèce de figement, presque de sidération. Donc là, pour le mécanisme combat ou fuir, ça va être est-ce que je combats, est-ce que j'arrive à me défendre, et ça va être ma réponse innée. Est-ce que je vais essayer de fuir aussi, c'était la troisième option, c'est soit je combats
je veux rendre les coups, je veux me défendre, soit je me fiche complètement, je suis presque en sidération et là on y viendra plus tard, soit fuite, mécanisme combat-fuite, c'est je vais essayer, même si mon téléphone il y passe, je prends mes jambes à mon cou, j'évite les coups et je me barre le plus vite possible pour éviter l'agresseur et m'en aller. Donc là, dans le cas où je vous ai donné l'exemple où si Martin a justement psychiquement déjà une base où il a peut-être déjà vécu des traumatismes de cet ordre, ou qu'il a déjà vécu ce genre de situation où il s'est senti complètement impuissant et pas capable de se défendre, peut-être généralement ça se passe durant l'enfance ou la petite enfance, qu'est-ce qui se passe? Il va avoir plus tendance à se figer. Donc là, c'est dans ce moment-là, si la réaction première n'est pas soit la fuite, soit de vouloir se battre, combattre, enfin en tout cas se défendre, on va entrer dans malheureusement ce qui arrive dans la plupart des cas quand les violences ou voilà les actes perpétrés ou ce que l'on a vécu est trop violent, trop dur à gérer, on va rentrer en phase de sidération. Donc la sidération, c'est un mécanisme, encore une fois, qu'on va mettre en place au niveau psychique, et moi j'aurais presque envie de dire là, je suis pas allée vérifier, mais au niveau biologique, c'est une défense en fait, qui va en fait littéralement paralyser la victime. C'est-à-dire que, comme je vous disais, il va, pour notre Martin, s'il entre en phase de sidération et qu'il n'est pas rentré dans ce mécanisme combat-fuite, mais qu'il a vraiment été complètement pétrifié par ce qui lui arrive et transite peur, il va se figer. Et là, évidemment, ça peut être un point où il ne pourra même pas arriver à ouvrir la bouche pour essayer de demander de l'aide ou de crier dans la rue peut-être aidez-moi par exemple. On va complètement se figer et on va plus pouvoir rien faire. Ça arrive aussi, je crois, dans la nature, dans le règne animal, des animaux qui, quand ils vont se faire attaquer, vont se figer complètement. Je sais plus quel animal, je crois qu'il y a un animal très spécifique justement qui fait ça, qui va qui fait le mort en fait et qui pense, oui c'est ça, je pense qu'il y a plusieurs animaux, j'avais entendu ça, qui une fois qu'ils voient qu'ils sont la cible d'un prédateur, vont faire les morts pour pouvoir en fait faire croire à l'animal qu'ils sont morts et qu'ils passent son chemin. Et ben j'ai l'impression que dans le monde humain, dans le règne humanoïde, ça arrive aussi, c'est-à-dire qu'on va complètement figer en pensant qu'en se figeant, quelque part, une partie de nous réagit en fait avec un mode de survie qui est complètement inadapté, mais qui est en fait le maximum de ce que la personne peut faire dans ce moment-là, c'est de se dire si j'arrête tout, si je bouge plus, en gros, ça va s'arrêter. Un peu de cet ordre-là. Donc là, évidemment, la seconde phase sur le plan psychologique qui va arriver main dans la main avec cet état de sidération, donc on est complètement figé, on n'arrive plus à rien dire, on est complètement bloqué. Ça va être malheureusement la phase de dissociation qu'on appelle aussi fragmentation. Et la dissociation, en fait, pour vous donner une image très simple, c'est quand les émotions sont tellement énormes, la charge énergétique émotionnelle est tellement énorme que pour nous protéger, notre corps, notre cerveau va en gros disjoncter. Imaginez qu'on met une ampoule, qu'on allume et qu'il y a beaucoup trop de jus qui rentre dans l'ampoule pour éviter que l'ampoule ne pète, n'explose. Et ben là, en fait, tout va s'éteindre. Le système va s'éteindre. Et en fait, c'est un mécanisme de défense psychologique et en fait, c'est un peu ce qu'on pourrait apparenter à une déconnexion émotionnelle. Comme je vous donnais l'image de l'ampoule, c'est le cerveau, le corps va de lui-même couper le jus, éteindre l'interrupteur et du coup, on va se sentir complètement déconnecté de soi-même. Ça arrive évidemment extrêmement communément, malheureusement, dans l'enfance quand on est avec des parents, en tout cas dans une unité familiale où il y a énormément d'abus verbal, physique, où il y a de la consommation de stupéfiants, où il y a de l'alcoolisme. L'enfant va apprendre à se couper de son ressenti parce qu'en fait, ça serait trop insupportable, ça serait trop insurmontable au niveau de la douleur engendrée de pouvoir d'être dans un environnement qui, il le comprend très bien en lui, n'est pas du tout sécure pour lui. Donc on se coupe petit à petit de soi-même dans ces cas-là. Pour les cas évidemment d'agression, de violence, et notamment au niveau de ce qui va être des violences et des abus sexuels perpétrés sur quel que soit le sexe et quel que soit l'âge, généralement c'est tellement violent, c'est tellement incompréhensible pour notre psyché que tout va se couper. Et c'est généralement en ces moments-là que il arrive parfois que les personnes le disent après coup, les victimes, elles se voyaient hors de leur corps. C'est comme si à un moment, en fait, elles se décorporaient littéralement et une partie d'elles, on pourrait dire leur conscience, voyait tout ce qui se passait mais qu'elles étaient plus du tout dedans en fait. Elles se voyaient se faire agresser comme si elles étaient extérieures et observatrices ou observateurs de la scène.
Et là, on se sent évidemment, dans ces cas-là, les victimes vont être complètement anesthésiées en fait. Que ça soit émotionnel, que ça soit physique, on sent plus rien, ou on se détache et on se distance au maximum de la souffrance pour ne pas la sentir en fait, pour se protéger. Donc de là, évidemment, ce qui était intéressant et que j'ai pas dit avant en amont, mais là il y a une chose qui est essentielle aussi à comprendre, c'est la différence par rapport à la mémoire traumatique entre les dommages, comme je vous disais, que ça engendre, à savoir que ce qui va faire une énorme différence, le facteur déterminant là-dedans pour savoir en gros la gravité et la profondeur du trauma, ça va être est-ce que c'est un état de stress post-traumatique ou est-ce que c'est un syndrome de stress post-traumatique selon que l'agression était un cas isolé ou répété dans le temps. Donc en anglais, il y a PTSD ou CPTSD. Je me souviens même plus, j'ai tellement l'habitude du nom raccourci que je me souviens plus. Post-Traumatic Stress Disorder, Complex Post-Traumatic Stress Disorder. Donc le état de stress post-traumatique, c'est quand l'événement est arrivé une fois. Par exemple, on reprend l'exemple du début. Martin s'est fait agresser dans la rue, c'était une fois. À part s'il a vécu des choses antérieurement où il s'était déjà fait agresser, si c'est la première fois que ça lui arrive cette situation, on pourra parler d'état de stress post-traumatique. Donc il a une réaction qui va être en lien avec l'événement vécu. Si c'était le cas de violences répétées, quand je reprends mon exemple d'enfants par exemple qui ont grandi dans un environnement qui était vraiment pas sain du tout, là, si ça a été durant plusieurs années, voire décennies, on parle de syndrome de stress post-traumatique qui est en fait aussi le syndrome qu'on a pu repérer. C'est de là qu'on commençait je crois les études par rapport au stress post-traumatique. C'est quand les psychologues et je pense, les psychiatres ont commencé à s'intéresser dans les années 70 aux vétérans de guerre, je crois de la guerre du Vietnam, et qui ont en fait vu que ils étaient, même en étant, même la guerre étant finie, certains soldats montraient vraiment des signes de stress et de mal-être et de souffrance qui étaient en fait toujours présents même après que la guerre soit finie et qu'ils soient re-rentrés dans un environnement, on peut dire à peu près sain et normal. Et par exemple certains vétérans, je le sais pour l'avoir entendu plusieurs fois, le 14 juillet par exemple en France, ou les endroits où il y a par exemple des pétards qu'on envoie, des feux d'artifice, eux, ça va leur rappeler les bruits de, par exemple, je sais pas, de mitrailleuses ou de trucs comme ça, ou de bombes. Et en fait, même si consciemment ils savent que ce sont juste des petits enfants dans la rue qui font exploser des pétards ou des feux d'artifice, une partie d'eux, le corps va se réactiver, la peur va se réactiver, les mécanismes de protection vont se réactiver, parce qu'une partie d'eux est toujours en fait bloquée, presque comme figé dans le temps, avec cette fameuse, tout ce qui est ce bagage, cette espèce d'information au niveau cellulaire et au niveau du psychisme, où ils ont une partie d'eux qui est encore complètement bloquée avec ces souvenirs de guerre, et qui vont faire une mauvaise association en fait, une association inadaptée entre ce qu'ils sont en train de vivre et au final ce qu'ils ont vécu et ce qui est terminé. Mais c'est comme si le cerveau avait la capacité de faire comme de prendre une machine à remonter le temps. C'est pour ça qu'on dit aussi en spiritualité, c'est très communément accepté qu'en fait le temps, la notion de temps n'existe pas. Je crois même que Einstein en parlait. Finalement, c'est qu'un moment qui ne s'arrête jamais, la vie. Et là, malheureusement dans les cas de mémoire traumatique et de trauma lourd à gérer, le temps n'existe pas. C'est pour ça que ça c'est alors là, ancrez-vous ça dans la tête, le temps ne soigne rien du tout. Quand on nous dit le temps apaise les blessures, je dirais la seule fois, enfin le seul moment où cette chose est à peu près tangible, c'est quand on doit faire son deuil par exemple d'une personne qui meurt de vieillesse, et où on sait que c'est plus ou moins dans le cours des choses, et que voilà, la douleur va se pacifier à mesure que quelque part on continue de vivre et que notre vie est nourrissante. Mais sinon cette espèce de proverbe de bip, vraiment de t'inquiète pas, le temps apaise toutes les blessures, c'est de la grosse merde. Voilà, clairement je vous le dis, c'est de la grosse merde. Non, ça ne s'améliore pas, ça s'améliore si on travaille dessus et qu'on a les outils pour pouvoir les guérir, ces blessures et ces traumas. Alors, donc là, j'ai un peu digressé, mais donc du coup, ce qui reste là, donc après une agression en fonction de
que ça a été soit répété dans le temps, soit que ça a été une fois, c'est que dans tous les cas, la victime va développer du stress post-traumatique suite à l'agression qu'elle a subie. Et évidemment, ça ne va pas aller en s'améliorant si elle n'est pas prise en charge assez rapidement après l'événement qui s'est produit, ou après les événements, si ça a été répété, qui se sont produits. Pour les personnes qui justement ont subi plutôt des violences, on va dire physiques, mais plutôt sexuelles du coup, généralement la majorité déjà des victimes ne portent pas plainte. Et la raison, et ça on a du mal à comprendre au départ pourquoi, la raison pour laquelle certaines victimes n'arrivent pas à porter plainte, enfin ne veulent pas, disent qu'elles ne veulent pas, c'est qu'en fait, quand elles doivent porter plainte et aller au commissariat, évidemment, là on peut pas en vouloir aux policiers qui font leur job, on va leur demander de pouvoir en fait de reparler des faits. Pareil, si c'est vraiment quelque chose qu'on veut porter en justice, si elles doivent prendre un avocat, si elles doivent passer devant la cour, je sais pas si vous vous rendez compte de la lourdeur de ce que ça implique pour une personne qui vient d'être ou a été traumatisée, de devoir se dire qu'elle va devoir répéter ça déjà à des personnes qu'elle ne connaît pas, voilà, au poste de police, ensuite devoir trouver un avocat et devoir ensuite passer devant le juge pour reparler d'une blessure qui n'est pas cicatrisée. Donc là en fait ce qui se passe c'est qu'en plus si elle a le courage d'aller porter plainte, la victime, généralement, comme les policiers ne sont pas trop formés là-dedans, que le côté psychologique et pédagogique n'est pas vraiment favorisé, ce qui est bien dommage d'ailleurs dans leur formation, c'est qu'en fait, ils vont demander les faits et ce qui peut paraître très bizarre et ce qui peut vraiment être délétère pour la victime, c'est que vous allez vous rendre compte souvent, et même on peut en parler avec des gens qui ont vécu des trucs durs, à part s'ils ont vraiment réussi à vraiment digérer leur traumatisme et qui sont vraiment en paix avec ce qui s'est passé, qu'ils ont travaillé sur eux. Les personnes qui ont vécu des agressions ou des abus ou voilà des épisodes traumatisants dans leur vie, certains, vous le remarquerez, vous pouvez prêter attention à ça, ils vont se détacher complètement de ce qu'ils vivent. C'est-à-dire que vous allez sentir que tout d'un coup, c'est comme s'il y avait un truc qui se passait, vous n'allez pas trop pouvoir vraiment décrire ce que c'est, mais vous allez vous rendre compte que vous n'êtes plus vraiment en lien avec la personne quand elle vous parle de ce qui se passe et qu'elle va dire les choses de façon très détachée, très coupée de ses émotions, très presque robotique. C'est aussi ce qui se passe quand elles doivent porter plainte, les victimes, et que ça leur joue presque, c'est presque préjudiciable pour elles parce qu'elles sont tellement détachées de ce qu'elles vivent qu'on se dit mais elle dit n'importe quoi, ou mais en fait on dirait que ça vous touche pas plus que ça quoi, mais en fait c'est encore le mécanisme de protection qui est à l'œuvre, ou cette espèce de dissociation qui se produit, où la personne, pour se détacher, comme il peut arriver qu'elle sorte de son corps pour ne plus subir ce qu'elle est en train de vivre, elle va se détacher de ce qui est encore en train de réactiver une souffrance pas réglée. Donc j'espère que vous me suivez jusque là. Donc voilà pourquoi déjà si vous posez la question, généralement les victimes ne portent pas plainte, ne donnent pas suite. En plus, ajoutez à ça un autre facteur dont je parlerai dans une prochaine vidéo, je pense, il y a la honte. Par exemple pour les personnes qui ont vécu des abus, notamment des abus intrafamiliales, à savoir de l'inceste, des choses très très sympas comme ça. Il y a le silence et l'omerta autour de devoir protéger son agresseur. Donc ça c'est autre chose, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais voilà, il y a plein de facteurs en plus qui peuvent aggraver déjà le problème initial. Ce qui est terrible, c'est que pour résumer tout ça, les mémoires traumatiques, ce sont un peu comme des blessures, mais qui sont invisibles à l'œil nu et qui sont donc non visibles. C'est, vous voyez, quand on se coupe, on peut saigner, ensuite ça cicatrise, après on a une cicatrice et c'est visible. Imaginez que la mémoire traumatique, les choses traumatisantes qu'on peut vivre, les blessures traumatisantes que l'on peut vivre, c'est invisible. Donc les gens ne peuvent même pas voir la détresse parfois de victimes parce que ça ne se voit pas en fait. Alors, on y vient. Les problèmes auxquels sont confrontées les victimes après des agressions ou des événements traumatisants. Alors là, je vous le dis clairement, c'est vrai, je le disais dans l'article, c'est pas très réjouissant. Le menu, c'est pas le menu Michelin, guide Michelin, je vous le dis tout de suite. Parce que là, si vous n'avez pas traité le plus rapidement possible la blessure en allant vous faire accompagner thérapeutiquement, que ça soit un thérapeute, peut-être même un coach, si vous n'avez pas vraiment le courage d'aller vraiment entamer une thérapie, ou en tout cas d'avoir été accompagné, mais là je vous conseillerais vivement de vous faire accompagner par un thérapeute ou un professionnel qui a les diplômes
diplômes et les compétences pour pouvoir vraiment, c'est plus que les diplômes, mais c'est plus les compétences claires pour pouvoir vraiment apprendre à gérer ça. Il y a des gens qui sont spécialisés dans le travail de guérison sur le plan traumatique pour traiter tout ce qui est voilà, vraiment spécifiquement lié au trauma et au trauma lourd. Donc là vraiment il faut choisir un thérapeute ou une thérapeute qui va pouvoir vraiment vous accompagner. Il va falloir apprendre un peu comme si on faisait un saut dans le vide, à faire confiance à quelqu'un pour vous aider. Mais il faut se faire aider, vraiment. Là, je vous le dis, si vous avez eu une enfance où il y a eu des angoisses, plus que ça, mais des traumatismes répétés, pareil. Je vous conseille vivement, quel que soit votre âge où vous en êtes, essayez de trouver un thérapeute. Certains sont remboursés partiellement par la sécurité sociale. Profitez de ça si vous êtes en France pour pouvoir vous faire accompagner si vous avez des moyens qui ne vous permettent pas de pouvoir assurer voilà, un travail thérapeutique sans une aide. Mais il faut se faire aider. Il n'y a pas 36 options. Hein. Ce que vous allez voir aussi, ce qu'on peut voir par rapport donc aux personnes qui ont été victimes d'agression, qu'est-ce qui se passe? Elles peuvent développer des comportements d'évitement. Donc très clairement, là, on peut être vraiment sur de l'évitement pur et dur, à savoir des crises d'angoisse, de l'agoraphobie, de la claustrophobie, des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs, plein d'espèces de petites névroses comme ça qui ne font pas sens, hein, mais qui sont en fait juste une façon pour l'inconscient en fait de pouvoir essayer de faire en fait de tirer la sonnette d'alarme pour que on puisse commencer à travailler sur ces blessures et s'en libérer en fait. Donc on va avoir des comportements d'évitement, ça peut aussi être sombrer dans l'alcool, dans les jeux vidéo, en fait vouloir quitter la réalité. Donc il y en a qui vont peut-être même développer une grande capacité à pouvoir entrer en méditation. On peut trouver ça aussi des gens qui veulent éviter la souffrance en pensant que méditer 6 heures par jour ça va les déconnecter d'eux-mêmes et que au final ça leur permet de pouvoir avoir une bulle de respiration hors de leur corps. La décorporation aussi pendant la nuit, ces choses-là. On a des conduites à risque évidemment, drogue, abuser de tout, la nourriture, le sexe, enfin tout ce dont on peut imaginer qu'on peut utiliser pour essayer en fait de mettre un pansement sur une plaie purulente qui n'a pas été guérie. Et évidemment malheureusement je crois que vraiment le pompon c'est quand même cette fameuse dissociation où on se fragmente et on se dissocie d'une partie de soi-même qui est en souffrance, qui peut durer. Et là j'ai une personne qui m'a envoyé un mail, si vous ne traitez pas ça, ça peut durer toute une vie. Donc là c'est presque, vous n'avez pas le luxe de ne pas aller en thérapie si vous avez vécu des événements très graves, parce que ça va vraiment pas aller en s'améliorant. L'autre chose qui est absolument abominable, et là aussi les gens, même dans le milieu psychiatrique et psycho, qui sont dans la psychologie même moderne, enfin quand je veux dire moderne c'est plus contemporaine, le gros problème c'est que suite à ça, des personnes qui peuvent justement vouloir être, qui peuvent aller voir justement des thérapeutes ou des psychiatres qui ne sont pas en fait finalement très à jour sur la mémoire traumatique, peuvent faire des diagnostics qui sont erronés. Donc ça peut aussi être pour les personnes qui veulent après essayer d'aller faire un espèce de bilan psychique, d'aller se faire en gros, c'est pas vraiment tester, mais d'aller voir si justement ils souffrent pas de troubles du comportement plus poussés. Les victimes qui ont le courage d'aller en plus en thérapie, mais qui ne sont pas chez des personnes qui sont vraiment au fait par rapport à la mémoire traumatique et qui sont pas éduquées là-dessus, qui n'ont pas une spécialité là-dedans pour tout ce qui est de ces choses-là, de ces prises en charge-là qui sont vraiment spécifiques. Ils peuvent en plus vous donner des diagnostics qui sont faux en fait, qui sont erronés en plaçant en labellisant, comme on dit, en étiquetant la personne peut-être qui a vécu ce trauma ou ces traumas comme étant bipolaire ou schizophrène, parce qu'en fait les symptômes qu'elle peut avoir sont très similaires à des troubles psychologiques sévères qui pourraient s'apparenter à de la bipolarité ou à de la schizophrénie, mais qui n'en sont pas. C'est pour ça que les troubles de l'ordre de la bipolarité et de la schizophrénie, leur origine traumatique ne sont absolument pas les mêmes. Les problématiques liées à la mémoire traumatique et les problématiques liées à ces troubles mentaux lourds, ça n'a rien à voir. Et pourtant, les symptômes peuvent être les mêmes. Donc là, encore une fois, c'est vrai que je vous invite à vraiment faire vos recherches pour trouver quelqu'un qui sait de quoi il parle. Si déjà, il n'est même pas foutu de vous dire, le thérapeute, quels sont les mécanismes de suite par exemple au stress post-traumatique, qui ne savent pas vous parler de ça, quand vous posez des questions pour leur demander quelles sont leurs compétences, fuyez, c'est qu'ils savent pas de quoi ils parlent. Il faut vraiment trouver des gens qui sont spécialisés dans ces travaux et dans ce créneau-là, qui ont vraiment une spécialité là-dedans, c'est hyper important.
Donc en plus, si le diagnostic est faux et en fait est erroné parce que le professionnel de santé n'a pas été capable de comprendre, enfin c'est même pas de comprendre, mais de voir d'où venait la racine du problème par rapport à vos troubles, ce qui va se passer, c'est qu'on peut en plus non seulement mal vous diagnostiquer, mais en plus vous prescrire un traitement médicamenteux absolument pas adapté à votre problème. Et là aussi, c'est quelque chose, c'est un peu vraiment le mal du siècle, j'ai envie de dire, c'est que le fait d'être soit de vouloir être dans une conduite de comportement d'évitement et de vouloir en fait essayer de se distancer, de faire perdurer malgré soi la dissociation, ou d'avoir été mal diagnostiqué et d'avoir un traitement mal adapté, qui n'est pas adapté, c'est les anxiolytiques. Les anxiolytiques ou les antidépresseurs vont en fait peut-être vous soulager temporairement, mais c'est une béquille qui ne peut pas durer. C'est-à-dire que ça va vous maintenir dans un état dissociatif. Donc ça va juste maintenir le problème en place, même si vous vous sentez peut-être dans un premier temps mieux. Sachant aussi que vous devez savoir que les anxiolytiques et que les antidépresseurs sont des drogues. Très clairement. Alors c'est peut-être des drogues légales, mais c'est des drogues. Et pour pouvoir sortir de ça quand on a commencé, il va falloir entamer un sevrage, comme le ferait un drogué. Donc dans certains cas, les antidépresseurs peuvent être utiles. Je veux pas non plus faire de généralité, mais je dirais que c'est temporaire et que ça ne doit pas être quelque chose, une béquille que vous ayez toute votre vie. Vous ne pouvez pas tenir comme ça toute votre vie. Donc en plus, ça entrave le psychisme, ça entrave la chimie du corps, donc la qualité aussi de votre santé physique, et en plus ça va ralentir très très fortement votre propension, on va dire votre capacité à pouvoir vous guérir au niveau émotionnel. Donc vraiment c'est pas l'option à privilégier pour pouvoir vous guérir, c'est un peu cette idée qu'on va vous donner une pilule magique et que tous les problèmes vont disparaître. Moi je ne mange pas de ce pain-là, je sais par expérience et pour avoir accompagné des gens que c'est un processus, que ça peut prendre du temps, que c'est pas facile, mais que le jeu en vaut la chandelle. Voilà. Donc là, pour la mémoire traumatique, qu'est-ce que je peux vous rajouter de plus que je n'aurais pas dit? Voilà. Dans l'aspect donc de cette fameuse mémoire traumatique, ce qui se passe, c'est que quand on a vécu l'événement traumatisant, le cerveau va disjoncter, le corps va tout couper, entre guillemets, va vraiment va mettre une forme d'anesthésie générale pour que vous puissiez surmonter la douleur émotionnelle et physique de ce que vous pourriez être en train de vivre. Et le cerveau, il va temporairement arrêter de traiter les informations qu'il reçoit. Donc en fait, après un événement, la mémoire traumatique qui va naître, qui est jaillie, qui est en fait le fruit de ce que vous avez vécu, va rester bloquée dans l'amygdale cérébrale. Et elle peut rester là bloquée toute votre life. Donc pour revenir à l'exemple que je vous donnais des vétérans qui il entend des enfants faire péter des pétards ou des feux d'artifice et tout d'un coup c'est la transpiration, le cœur qui se met à battre, être prêt par exemple à se mettre en mode combat. Là c'est qu'en fait la mémoire n'a pas été réglée. Donc vous voyez les mémoires comme des espèces de petites bulles dans le temps, bloquées dans le temps, comme des bulles de savon avec l'événement qui est dedans. Tout ça est stocké en fait dans notre cerveau, dans l'amygdale cérébrale. Ça veut dire que tout est encore là. Donc même si vous prenez des cachets pour essayer d'atténuer ça ou de le rendre un peu flou, de rendre un peu les choses floues dans votre esprit, votre corps, lui, il se souvient et votre cerveau, finalement, se souvient aussi. Donc c'est impératif de réintégrer ces mémoires traumatiques. Pour guérir ces mémoires traumatiques, il faut les réintégrer et en fait digérer ce que vous avez vécu parce qu'on ne peut pas effacer cette chose. Cette chose ne peut pas disparaître. C'est comme une cicatrice. On ne peut pas faire disparaître une cicatrice. En tout cas, à un certain degré, à part si on fait de la chirurgie esthétique. Et même, généralement, une cicatrice, quand elle est là, elle est là. Et ben voilà, c'est un peu cette idée que si la mémoire traumatique elle n'est pas intégrée, ça va être cette forme, comme je vous disais, de machine à remonter le temps, où dès que vous allez vous retrouver dans des situations similaires à ce que vous avez vécu, vous allez vous remettre dans ces schémas, ces cycles et surtout ces mécanismes de protection qui vont se répéter en fait indéfiniment. Donc là, l'une des façons les plus efficaces pour soigner la mémoire traumatique, c'est évidemment ce que je vous disais, la thérapie, ça va sans dire. Cette mémoire traumatique, et voilà. Ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que
Ce que va vous aider à faire le thérapeute, parce que là aussi on va briser un gros mythe, le thérapeute ne vous guérit pas. Le thérapeute vous aide à pouvoir retrouver les ressources en vous pour vous guérir. Donc c'est un accompagnant, c'est pas quelqu'un qui va faire le job à votre place. Il peut vous aider jusqu'à une certaine mesure, mais après c'est à vous de entamer vraiment intérieurement le choix et de poser l'intention de vouloir guérir de tout ça et d'être prêt ou prête à le faire. J'en parle d'ailleurs sur Patreon si ça vous intéresse, comme je vous disais, pour guérir les blessures émotionnelles. Donc voilà, l'idée ici c'est la mémoire traumatique, donc imaginez cette bulle avec cet événement traumatisant à l'intérieur qui est engrammé dans votre cerveau et qui est engrammé dans le corps. Il va falloir transformer cette mémoire traumatique en mémoire autobiographique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il faut que vous arriviez à consciemment, en fait à l'aide de justement d'un thérapeute, de permettre au cerveau de transformer le trauma en un événement passé qui en fait s'inscrira dans votre histoire. Ça veut dire d'arriver à prendre assez de recul sur ce que vous avez vécu pour ne plus être complètement happé par, à chaque fois que vous êtes dans des situations qui vous rappellent le trauma, ne plus être happé directement dans le film, mais arriver à devenir observateur de ce que vous avez vécu, sans pour autant être dans la dissociation, à savoir vouloir vous couper de tout, mais c'est d'arriver à intégrer ce que vous avez vécu pour que le traumatisme, en gros, et tout ce que ça implique au niveau de vous aussi, de vos croyances, de votre corps, de vos ressentis, ne soit plus complètement flouté comme un miroir déformant par ce trauma, mais que vous voyez les choses avec clarté en fait, et que ça soit plus qu'un événement qui a eu lieu, qui est terminé, et qui maintenant ne régit plus votre vie, qui fait partie de votre histoire, mais qui ne vous définit plus en tant qu'individu. Vous voyez ce que je veux dire, la nuance? Donc c'est un travail, comme je vous le disais, qui est comme un travail qui demande de l'investissement de temps et d'énergie personnelle et aussi d'argent, on va pas se mentir, mais c'est à ce prix-là, ce n'est qu'à ce prix-là que vous pourrez enfin vous libérer de ça et être en paix pour les gens qui ont vécu des choses vraiment lourdes. La chose qui est hyper intéressante, je vous mettrai directement la vidéo de Boris Cyrulnik qui parle de ça. Si vous voulez commencer à regarder pour vous informer peut-être si le sujet vous intéresse, c'est la résilience. Le mot magique ici, c'est le mot résilience. C'est justement cette capacité à transformer un événement traumatique du passé en une histoire en fait. De transformer le trauma en une mémoire autobiographique. Donc on ne renie pas ce qu'on a vécu. On n'est pas forcément obligé de pardonner à l'agresseur. Généralement on pardonne pour soi et ça vient bien plus loin dans le processus thérapeutique. Mais c'est de transformer la mémoire traumatique en mémoire autobiographique. En prenant ça pleinement, en acceptant que ça fasse partie de notre histoire, mais que ça ne nous détermine plus en tant que personne. Et que ça ne détermine plus de façon inconsciente nos choix et notre vie. Donc la résilience, je vous laisse aller voir la vidéo parce que Monsieur Cyrulnik expliquera des choses beaucoup plus mieux que moi. Mais on peut résumer à ça, de pouvoir transformer ce qu'on a vécu pour pouvoir en fait finalement transformer ça en un moteur, en un fuel pour avancer et pour aller encore plus loin et être finalement renforcer positivement quelque part notre confiance en soi, notre confiance en la vie si vous voulez. Et les dernières petites suggestions, alors là je vais passer très brièvement, mais ce que, pour ma part, encore une fois, là, à titre vraiment individuel, où je ne parle au nom d'aucune autre personne que moi-même, c'est les choses qui je trouve pourraient être appelées à être modifiées dans le système dans lequel on est. Donc là j'ai envie de vous dire déjà, si vous pensez que ça peut être utile, n'hésitez pas à partager cette vidéo ou à récupérer ce que je raconte pour pouvoir la partager à votre tour si vous avez une chaîne ou que vous avez envie de sensibiliser des gens autour de vous, parce que le dialogue est la première étape, la compréhension est très importante et le dialogue est la première étape. Ce que je trouve qui serait bien, ça serait de développer des formations pour les professionnels, que ça soit voilà au niveau juridique, au niveau juge, avocat, policier, même les médecins qui sont pas forcément très au fait de ces genres de choses. Plus les gens seront sensibilisés à ça, plus ça sera, on va dire, bon peut-être pas facile, mais plus ça sera sécurisant pour la victime de savoir que, en gros, les personnes qu'elle a en face d'elle comprennent ce qui se passe, ou que même si elle ne comprend pas ce qui lui arrive, les autres autour puissent comprendre ce qui se passe. Ah oui, que les thérapeutes, psychothérapeutes, qu'au niveau aussi des psychiatres, qu'il y ait plus de formation et de sensibilisation durant leur cursus sur la mémoire traumatique, parce que je crois que c'est pas quelque chose qui était vraiment discuté et qui n'était pas vraiment abordé beaucoup il y a quelques années de ça. Ça a peut-être changé depuis, parce que vraiment il y a une façon de pouvoir se former par rapport à ça. C'est une branche en plus au niveau justement
de la psychologie qui n'est pas vraiment abordée dans les formations ou dans les cursus universitaires, et ça je trouve ça bien dommage. Évidemment, alors ça c'est à titre personnel, mais moi je ne comprends pas qu'en France les enfants ne soient pas, on a le fameux, comment ça s'appelait déjà, la jour d'appel pour les Français, un jour où on a une espèce de journée complète où on a les premiers soins, on nous parle de l'armée, de la mairie, ou enfin tous ces trucs là, je me souviens plus trop. Je ne comprends pas qu'à l'école on n'ait pas des stages de self-défense. Moi, je sais que c'est un truc que je regrette, c'est de, bon, en vrai, c'est pas trop tard, je pourrais le faire maintenant, mais je regrette de ne pas, étant plus jeune, avoir eu des cours de self-défense pour pouvoir savoir déjà un minimum les bases si quelqu'un, voilà, a des mauvaises intentions vis-à-vis de nous. Et d'ailleurs, petite parenthèse, je clôturerai, je pense là-dessus parce que c'est assez long. Il faut savoir que certaines victimes, généralement, vont vouloir faire quelque chose de symbolique aussi pour se libérer. Et j'ai eu plusieurs fois des personnes qui m'ont dit que ce qui leur a changé la vie, c'est de prendre des cours justement de self-défense, que ça soit de la boxe, du kickboxing ou du karaté ou du krav maga, enfin des trucs qui en fait permettent de pouvoir faire bouger l'énergie dans le corps et de pouvoir en fait utiliser cette espèce de forme de colère finalement intériorisée qui est au fond d'elle-même pour pouvoir se libérer et de faire de la colère un moteur pour pouvoir aller remonter la pente en fait. Donc oui, c'est très intéressant comme sujet, c'est très vaste, donc j'ai essayé de faire vraiment le plus synthétique possible. Il y a un très bon bouquin aussi, je vous mettrai la liste des ouvrages aussi que je vous recommande, c'est The Body Keeps the Score. Sorry, encore en anglais. C'est Bessel van der Kamp, le body, le corps, je sais plus c'est quoi le titre français. Le corps n'oublie pas. Il y a aussi Alice Miller, Le corps ne ment jamais. J'essaierai de vous trouver. Il y a malheureusement un livre qui n'est pas traduit en français. Je ne comprends pas ce que les maisons d'édition attendent pour le traduire. CPTSD from Surviving to Thriving de Pete Walker. Et lui vraiment c'est un thérapeute. Pour moi c'est la crème de la crème. Pete Walker c'est le mec qui a écrit un livre compréhensible pour les gens qui ont justement du syndrome de stress post-traumatique ou du syndrome de stress post-traumatique complexe. Donc je vous mettrai d'autres livres aussi, j'en ai oublié, mais je vais essayer de finir sur quand même une note peut-être un peu plus, on va dire empreinte d'optimisme, c'est qu'il est jamais trop tard pour guérir. C'est ça qu'il faut que vous disiez, si vous le désirez, si c'est votre souhait le plus cher, c'est possible, rien n'est irréversible. Et à part voilà, si malheureusement au niveau biologique le corps ne peut plus suivre, mais pour ce qui est d'une part quelque part une chance, gros guillemets, c'est que tout ce qui est psychologique, il y a une marge de progression et dans certains cas, certaines choses sont réversibles. Et encore une fois, là, je m'appuie que sur mon ressenti à moi. C'est si tu crois que c'est possible, ça peut le devenir. L'esprit est très puissant, donc on peut peut-être pas guérir de tout à 100%, mais je pense que on peut vivre dignement et avoir une vie épanouissante malgré le fait qu'on ait pu vivre des choses extrêmement douloureuses dans nos vies. Et je pense que quelque part, vous savez quoi, c'est un motto aussi d'une femme que j'aime beaucoup, que je suis sur YouTube, qui est une américaine, qui est justement une psychologue qui est spécialisée dans les personnes qui doivent gérer enfin voilà, qui est spécialisée dans la perversion narcissique, c'est son domaine, hein, elle connaît ça, elle connaît très bien le sujet. Et ce qu'elle dit souvent, c'est la meilleure revanche dans la vie, c'est d'avoir une belle vie, c'est de kiffer votre life, c'est d'aller après vos rêves, c'est d'avoir une vie épanouissante. Le meilleur moyen d'enterrer entre guillemets définitivement les agresseurs ou les personnes qui vous ont fait du mal, c'est de vivre votre meilleure vie, c'est de vivre votre meilleure vie pour vous. Donc voilà, vivez votre meilleure vie, croyez que la guérison est possible. Voilà, soyez convaincus qu'une autre page peut s'écrire de votre vie, un autre chapitre peut s'écrire et que vous avez les ressources à l'intérieur pour surmonter tout ça. Voilà, bah écoutez, merci infiniment aux personnes qui sont encore là et qui sont allées jusqu'au bout avec moi. Merci de votre temps, de votre confiance. Si vous souhaitez me contacter pour des accompagnements énergétiques, je le ferai avec plaisir. Si vous souhaitez me rejoindre sur Patreon pour avoir des clés, des outils de base pour commencer à travailler sur les blessures émotionnelles, c'est sur la Patreon avec l'abonnement Silver. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.